pour une nouvelle édition de nos Facebook Live. Maintenant, si vous nous suivez, vous prenez l'habitude de ces rendez-vous 3 fois par semaine, autour de 17h30, 18h. J'essaie de recevoir des personnalités qui sont en ce moment en première ligne sur le front de la crise sanitaire, de la crise économique qu'on est en train de vivre. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Mesnier, d'autant plus un plaisir que Thomas est un collègue à l'Assemblée, membre du bureau exécutif de La République En Marche. Mais mon cher Thomas, je t'accueille ce soir avec une casquette un peu particulière, aussi celle de médecin urgentiste, parce qu'avant de devenir député, tu étais médecin urgentiste et tu l'es toujours. Et tu as d'ailleurs, comme certains de nos collègues députés, dans le groupe de La République En Marche, il y en a une dizaine d'entre eux qui ont repris le chemin de l'hôpital dans ce moment-là. C'est pas le cas évidemment que dans notre groupe, mais c'est une fierté de voir que vous êtes au service de nos concitoyens aussi d'une autre façon que simplement avec la casquette de député et de façon particulièrement utile dans le moment. Et donc merci évidemment pour ce que vous faites. À travers toi, c'est l'occasion de façon très sobre de dire merci à toutes celles et ceux qui sont sur la ligne de front contre le virus, qui sont partout dans les hôpitaux auprès des patients, auprès des malades, auprès de ceux qui souffrent. Et donc, on est évidemment très admiratif et très reconnaissant du travail qui est mené en ce moment. Mon cher Thomas, merci de prendre cette demi-heure avec nous, ou quart d'heure, demi-heure, on a ce format. Peut-être, je voudrais commencer par une question simple. Tu es donc à l'hôpital d'Angoulême, là où tu es d'ailleurs élu député. Je voudrais peut-être te demander comment est la situation, quelle est la situation sanitaire dans ton hôpital sur le front de la lutte contre ce virus. Alors bonjour Stan, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai renfilé ma blouse que je portais jusqu'à 2017, depuis maintenant 2 semaines, à l'hôpital d'Angoulême. Et à l'hôpital d'Angoulême, écoute, ça va. La situation commence à monter. On avait de moins en moins de places de réanimation jusqu'à hier. Là, ça commence à se tendre un peu. Donc on voit bien que la vague est en train d'arriver, mais on a eu le temps, par rapport à d'autres territoires, de se préparer, notamment grâce au confinement. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est armé, comme tout un tas d'autres hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine et plus largement de l'Ouest. On est armé pour faire face à la vague et prendre en charge tous les malades qui viennent déjà au quotidien, parce que moi depuis 2 semaines, je peux attester qu'on voit tous les jours des patients atteints de Covid. Pas que des patients atteints de Covid, parce qu'en fait on ne parle que de ça, mais il ne faut pas oublier que toutes les autres maladies continuent, les AVC, les infarctus, il faut être en capacité de répondre à tous et de prendre en charge tout le monde. Vous avez du coup déprogrammé toutes les interventions qui n'étaient pas forcément urgentes. Comment est-ce que vous êtes organisé dans votre hôpital ? Alors sur l'hôpital d'Angoulême, comme partout en France, en fait, on a déclenché le plan blanc, qui avait été déclenché au plan national par Olivier Véran, ministre de la Santé, ce qui a permis d'une part de, comme tu le dis, déprogrammer toutes les hospitalisations programmées qui n'étaient pas urgentes ou même semi-urgentes, ce qui a permis de libérer un nombre de places très très important. Ça a permis aussi de rappeler des personnels pour réorganiser les choses. Et puis on a pu à Angoulême ouvrir un deuxième service d'urgence, c'est-à-dire qu'on a pris un service qui fait complètement autre chose, qui fait de la consultation normalement, toutes les consultations d'anesthésie, de cardiologie, de toutes les spécialités. Tout était annulé, donc on a vidé tout ce service, on y a mis du matériel des urgences, et comme ça on a aujourd'hui 2 services d'urgence, le service d'urgence général, dans lequel j'ai toujours travaillé, et en plus le service d'urgence Covid, et tous les patients qui sont susceptibles, suspects d'être Covid, sont dirigés vers ce service-là, pour séparer, pour créer 2 flux, un où les gens sont suspectés de Covid, et un où ils ne le sont pas, ce qui permet de ne pas mélanger les malades. Est-ce que tu peux peut-être nous donner une idée du nombre de patients qui sont traités, qui sont atteints par le virus Covid-19 aujourd'hui et aussi peut-être la situation un peu capacitaire de l'hôpital? Est-ce que vous avez assez de place en réa? On sait que c'est évidemment un chiffre qui est surveillé de façon très quotidienne sur le nombre de rentrées quotidiennement en réanimation, parce que ça donne aussi finalement la suite de la courbe et toute la difficulté face à la gestion du virus. Vous en êtes où sur votre hôpital et est-ce que vous êtes prêt à faire face pour la suite?
Alors sur l'hôpital, d'Angoulême, moi j'y étais hier et j'y serai, demain. Hier, quand je suis, parti, il restait, 2 places en service de réanimation. Dans le service de réanimation tel qu'on le connaît, c'est-à-dire 12 lits, plus 6 de soins continus, donc une surveillance, très rapprochée. Il restait 2 places. Tous les patients, y étant hospitalisés étaient des Covid+. Ce que je peux dire, c'est que, outre ces 2 places restantes, on est aussi en capacité d'ouvrir pratiquement autant de lits de réanimation en utilisant des respirateurs qui étaient utilisés dans des salles de bloc ou autres pour doubler notre capacité. Et puis on a d'ores et déjà travaillé avec les cliniques, avec les autres hôpitaux pour être en capacité d'ouvrir des lits de réanimation supplémentaires si le besoin s'en faisait sentir. Jusque-là, les choses allaient plutôt bien. On avait pu dimanche accueillir 2 malades qui arrivaient de Mulhouse par le train Atlantique. Ce qui Donc, le d'ailleurs TGV qui a été mis en place de façon spécifique. Ouais. Exactement, et d'ailleurs on a eu la bonne nouvelle de voir qu'un des 2 malades de Mulhouse avait déjà été extubé, donc sorti d'assistance respiratoire et qu'il allait donc dans un service conventionnel, il n'avait plus besoin de réanimation, donc c'est des bonnes nouvelles dont il faut se servir pour gagner des forces dans la bataille. Et puis jusque-là, on est armé, on est prêt, je pense, à accueillir tous les malades. Et j'ai pu avoir du lien, par exemple, avec le CHU de Bordeaux tout à l'heure, où je sais que là encore, il y a des places pour accueillir des malades qui en auraient besoin. D'accord. Il y a une coopération aussi avec les cliniques privées. Comment ça Ouais, fonctionne? c'est-à-dire qu'on a fait le point avec les cliniques, notamment une clinique qui est à côté de l'hôpital d'Angoulême, pour savoir de combien de respirateurs ils disposaient, de combien de lits ils disposaient, pour pouvoir nous aider et envoyer des malades là-bas si, le cas échéant, on avait besoin de lits de réanimation supplémentaires. Et puis par exemple, parce que comme je te le disais, on voit toujours les autres maladies. Il y a des normes de sécurité qui font que les opérations sont beaucoup plus longues au bloc opératoire. Donc, pour un certain nombre de pathologies, on envoie d'ores et déjà des patients vers les cliniques, alors qu'ils ont consulté aux urgences pour justement alléger la charge de nos chirurgiens à l'hôpital public. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui nous remontaient sur les conditions concrètes de l'accueil des malades, des questions très pratiques, notamment sur leur capacité à garder un contact avec leurs proches, des questions de visite. Comment ça se passe concrètement? Quelles sont les possibilités? Comment est-ce que vous arrivez à faire le lien? Alors, c'est peut-être pas toi qui gères tout non plus, donc je te Alors, pose le col, hein, n'hésite pas à me le dire, mais typiquement, pour la réanimation, les familles ne peuvent pas accéder, contrairement à d'habitude, au service de réanimation. Par contre, il y a une hotline téléphonique H24, c'est-à-dire que de jour comme de nuit, un malade qui est en réanimation, ses proches peuvent appeler pour avoir un médecin qui s'occupe de lui et avoir des nouvelles, vraiment de jour comme de nuit. Après, ça dépend un peu des services, des organisations, du Covid ou pas Covid. Pour ce qui est des urgences, les proches ne se viennent pas dans le service, sauf s'il s'agit d'un enfant en très bas âge, donc évidemment il y a le papa ou la maman avec. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de sortir des urgences, aller sur le parking, aller rencontrer le membre de la famille ou le proche qui attendait dans sa voiture pour donner des nouvelles, pour prendre aussi des informations parfois quand le patient n'est pas capable de les donner lui-même, pour justement faire le lien durant le passage aux urgences. et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'état des patients qui arrivent? J'imagine qu'ils sont dans un état plus ou moins grave, présentant des symptômes plus ou moins avérés. Maintenant, est-ce que, avec un petit peu l'expérience des derniers jours, vous commencez à avoir de repérer davantage et diagnostiquer plus rapidement? Comment est-ce que ça se passe et quels sont les différents états des patients qui arrivent à l'hôpital? Bah, alors, il y a un peu de tout. Force est de constater que l'organisation est de mieux en mieux huilée parce que finalement, les patients qui vont le mieux, qui sont atteints du coronavirus mais qui ont le moins de symptômes, sont finalement pris en charge par la médecine générale, donc la médecine de ville, qui assure tout à fait bien ce rempart-là. Et nous, de plus en plus, on a vraiment que les malades qu'il va falloir hospitaliser parce qu'ils sont plus graves. Alors, on a des formes très très simples. Il faut quand même rappeler que dans 80% des cas, c'est très très simple, qu'il y a peu, voire pas du tout de symptômes. Donc on peut tout à fait être porteur sain, c'est-à-dire être contaminé, être Ouais. contagieux sans produire aucun symptôme. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut rester confiné et rester chez soi.
Alors après, il y aura des symptômes assez simples, comme un peu mal à la tête, un tout petit peu de fièvre, une petite toux, un problème de perte du goût, de perte de l'odorat, des diarrhées. Ça se dit assez peu, mais un des premiers symptômes, c'est la diarrhée. Donc ce sont ces petits symptômes-là qui ne sont pas forcément tous présents, il peut y en avoir qu'un ou deux. C'est assez piégeux, comme d'autres virus, mais celui-là est particulièrement piégeux. Et puis il y a des formes beaucoup plus graves, où pour le coup, on peut avoir ce qu'on appelle des détresses respiratoires, donc de très très grandes difficultés à respirer. C'est pour ça justement on a besoin des capacités de réanimation pour mettre les gens dans un coma artificiel avec une machine qui respire pour eux. C'est là beaucoup plus embêtant, avec aussi des patients qui ont tendance souvent à être les plus fragiles, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'ils ont différentes pathologies, soit respiratoires, soit cardiaques, soit du diabète, soit des problèmes de reins, qui font qu'ils sont beaucoup plus fragiles, et donc sujets à faire des formes plus graves de coronavirus. C'est peut-être l'occasion, puisqu'on parle de ça, de redire, vraiment de refaire passer ces messages sur l'intérêt du confinement. Le confinement, oui, ça sauve des vies de façon très concrète. Je crois que Olivier Véran a rappelé qu'il y avait une étude anglaise qui est sortie dans la semaine, qui objective un petit peu les choses. Et quand on la projette sur notre territoire, on se rend compte que ça sauve à peu près une vie toutes les 8 minutes, de respecter les règles, de rester chez soi. Et donc, évidemment, il faut qu'on continue de marteler ce message-là parce que on parle beaucoup en ce moment et dans le débat public est en train d'arriver le débat sur le déconfinement, qui est évidemment important et qu'il faut anticiper. Je pense pouvoir dire que les équipes du ministère de la Santé sont déjà en train d'anticiper les stratégies de déconfinement, que elle sera longue, elle sera progressive, elle sera conditionnée aux capacités de test. Mais avant de parler du déconfinement, c'est absolument nécessaire que collectivement, on soit évidemment très respectueux des règles sanitaires. Et je pense que toi, tu le vois, tu en vois les conséquences très concrètes quotidiennement. Complètement. D'abord, comme tu le dis, c'est très très important de parler du déconfinement, de l'organiser, de le prévoir, parce que ça sera aussi une période très très délicate à aborder pour qu'on n'ait pas le deuxième coup, la deuxième lame, entre guillemets, parce que tout d'un coup on sort du confinement et ça serait un nouveau pic d'épidémie. Il est important de commencer à le préparer, de donner aussi de la perspective aux gens, parce que c'est vrai que ça fait déjà 15 jours et ça va durer encore, et le confinement peut être dur par certains aspects. Pour autant, moi je pense plutôt à la durée qu'il reste encore de confinement, qui va être au moins de 15 jours, même peut-être de plus encore. Je pense que c'est important d'insister là-dessus, et surtout de respecter le confinement. J'ai pu voir, en allant faire mes courses une fois par semaine et tout seul, que certains y allaient à 4 à 5 en famille, ce qui n'est absolument pas raisonnable. J'ai pu voir aussi en discutant avec ma boulangère que certaines personnes venaient tous les jours acheter leur pain plutôt que de l'acheter une fois pour toute la semaine. Alors ça peut sembler bête, mais tout ça, ce sont des petites entorses au confinement qui font que ça fonctionne moins bien. Et puis surtout, moi je peux vous le dire en étant aux urgences pratiquement tous les jours, je vois trop de gens qui arrivent aux urgences parce qu'ils n'ont pas respecté le confinement. Ça peut être pour du coronavirus, ça peut être pour toute autre chose. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui se sont battus dans la rue, par exemple, ou qui ont été agressés, ou qui ont eu un accident alors qu'ils n'avaient juste rien à faire là en période de confinement, c'est un problème et c'est bien la preuve que le confinement n'est pas encore assez respecté, il faut le respecter davantage. Vous avez tous les jours, toutes les nuits, des soignants qui font leur maximum pour vous sauver, enfin pour vous aider, pour sauver des vies. La meilleure façon de les aider, et elle me semble pas si difficile, c'est de rester chez soi et Ouais. de respecter ce confinement. C'est très important que tu passes ce message et on entend souvent des témoignages de soignants qui disent ne nous appelez pas héros, mais par contre, faites en sorte qu'on ne travaille pas pour rien et Exactement. respectez, on a chacun un rôle à jouer. C'est Alors, exactement ça. Et par exemple, une amie qui est à Strasbourg, qui est anesthésiste, disait tout à l'heure qu'elle sortait de garde, elle avait passé la nuit sans dormir pour sauver des vies, et qu'elle voyait des gens dans le parc, et c'était un petit peu une impression de travailler pour rien dans ces conditions. merci de repasser ce message. Alors, je vois dans les messages qui arrivent pendant notre live qu'il y a pas mal de fois le mot chloroquine qui revient. Je pense que ça peut être utile, évidemment, qu'on aborde ce sujet, qu'on s'en dise un mot, parce qu'il a été aussi dans le débat public, donc avec notamment les prises de position du docteur Raoult. Est-ce que toi, tu peux nous donner ton avis sur la question et sur un peu les termes du débat qu'on a vu éclore ces derniers jours et semaines? Alors,
Sur la chloroquine, je n'ai qu'un espoir, c'est que le docteur Raoult ait raison. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de l'affirmer scientifiquement, et je crois qu'il est urgent de rester serein et calme, de ne pas se laisser emporter par la peur, il faut quand même le dire, sur ces questions-là. Le professeur Raoult a fait une étude sur 24 patients, c'est-à-dire que scientifiquement, c'est très faible. La cohorte, la population de patients traités n'est pas suffisante pour dire que ça marche réellement. Parce qu'en fait, on aurait pu faire le même test avec un autre médicament sur 20 patients et dire ben, la même chose, que ça marche ou que ça marche pas. Et donc, ce qu'il faut faire, et c'est ce que Olivier Véran a fait, et je salue, parce que normalement, les études scientifiques, ça met des mois et des mois à se déployer, c'est pouvoir reproduire d'autres études avec d'autres équipes de la façon dont la recherche française et la recherche médicale internationale fonctionnent habituellement, assez rapidement, et c'est ce qui est en train de se faire, pour voir si oui ou non, sur différents patients, sur des cohortes, c'est-à-dire sur un nombre plus important de patients, il y a des effets, si oui lesquels, savoir peser le pour et le contre, parce que peut-être que ça marche, en fait peut-être pas, mais certainement, ça c'est sûr, qu'il y a des effets indésirables, potentiellement mortels de ce traitement, et on a vu d'ailleurs dans certaines régions des gens qui en ont récupéré, qui se sont soignés en automédication, et qui en fait en sont morts parce qu'il y a des complications notamment cardiaques à ce médicament. Donc j'espère que le docteur Raoult a raison, mais pour en être certain, il faut laisser le temps à la science, à notre recherche, et on a parmi les meilleurs chercheurs au monde, de faire ces études, de faire ces enquêtes, de faire ces tests, pour voir si oui ou non il faut prendre ce médicament, ou un autre, qui pourra alors être largement déployé et utilisé, mais à l'heure actuelle, il est urgent de ne pas prendre de chloroquine en attendant des tests robustes, parce que on est sûr de rien. Ouais. Ouais, je crois que c'est important que tu aies cette sage parole et tu l'as en tant que médecin. On est tous les deux des responsables politiques. Moi, c'est vrai que je me suis élevé pour le coup, non pas contre le docteur Raoult, contre le potentiel du médicament. J'ai aucune légitimité pour le faire, mais contre les responsables politiques qui, pour le coup, eux, en dehors de toute légitimité, ont pris des positions là-dessus, voire se sont affichés en s'étant soignés avec la chloroquine en disant ça fonctionne, il est urgent de C'est généraliser. Il me semble que c'est totalement irresponsable. c'est le mot, c'est totalement irresponsable, tu as raison d'appuyer là-dessus. Moi là j'ai répondu c'est vrai plus avec ma casquette de docteur, avec ma blouse de docteur, mais c'est absolument irresponsable quand on voit certaines figures politiques qui ont de l'écoute, qui ont une certaine audience, avoir ces propos-là, c'est tout sauf responsable. Et vraiment, sur ces questions-là, je pense qu'il faut savoir garder la tête froide. Il faut, comme l'a dit Olivier Véran, pas faire de paris sur la santé des Français, se baser sur des études scientifiques robustes. Et ça, on pourra avoir des études scientifiques robustes dans les prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, dans les prochains jours, pour savoir si oui ou non il faut le faire. J'espère que ce professeur a raison, mais aujourd'hui, il est urgent d'attendre et de ne pas faire n'importe quoi. Alors, un autre sujet qui évidemment revient très souvent, c'est les conditions dans lesquelles travaillent nos soignants à l'hôpital, les infirmiers, les médecins, la question des masques, de tous les produits hydroalcooliques, etc. Mais aussi les médicaments, mais aussi les produits anesthésiants. Il y a, on le voit, des enjeux sur l'approvisionnement, notamment de matières premières. Alors, je le dis mal, je le dis avec mes mots, mais comme le curare notamment. D'abord, est-ce que toi, dans les conditions dans lesquelles tu travailles, tu estimes que les soignants qui t'entourent travaillent dans des conditions de protection pour eux-mêmes qui sont acceptables aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, oui, c'est vrai que quand je suis arrivé en début de semaine dernière à l'hôpital, j'ai vu qu'il n'y avait pas de FFP2 et qu'il n'y avait plus de solution hydroalcoolique. Donc ça m'a fait me poser des questions. En réalité, une étude très solide américaine a permis de montrer que quand le docteur ou le soignant a un masque chirurgical et que le patient a un masque chirurgical aussi, finalement, c'est aussi efficace que si seul le soignant avait un masque FFP2. Donc on a largement assez de masques chirurgicaux. Alors on fait attention, on les remplace toutes les. Alors normalement il faut les remplacer toutes les 4 heures, on les remplace toutes les 5 heures, donc ça y a pas de problème. Et puis le gel hydroalcoolique, les premiers jours on n'en avait pas, donc il fallait faire à l'eau et au savon, et ça fonctionne. Et Ça je trouve que fonctionne, c'est important de le dire aussi. très important de le dire. Quand vous êtes chez vous, la solution hydroalcoolique, en fait, vous n'en avez pas besoin. Ce qu'il vous faut, c'est de l'eau et du savon et se laver les mains au moins une fois par heure. C'est la base de l'hygiène qu'il faut rappeler, mais ça fonctionne très bien. Et puis, du côté de l'hôpital, on a depuis
résolu le problème de la solution hydroalcoolique, donc on n'en a pas beaucoup, il faut pas en prendre, enfin il faut en prendre juste ce dont on a besoin, pas plus. Et puis pour ce qui est des surblouses, pour ce qui est des lunettes, on a le nécessaire, pas en grande quantité, mais on a le nécessaire pour faire dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que ça permet aussi de rappeler que toute la stratégie de gestion des stocks, notamment des masques, mais tu cites aussi les surblouses et les autres, évidemment, outils pour pouvoir opérer, pour pouvoir être en activité pour vous, elle a été faite pour concentrer les stocks sur ceux qui en avaient réellement et le plus besoin. Et donc, c'est une stratégie avec un constat de départ qui était le fait qu'on était désarmé en matière de stock. Évidemment, on pourra revenir une fois qu'on aura vaincu le virus sur les conditions, sur ce qui a pu amener dans les choix politiques passés, notamment à cette situation. Mais je crois que cette stratégie de concentrer les stocks sur ceux qui sont en première ligne, elle est évidemment la plus rationnelle dans le moment qu'on est en train de vivre. C'était l'évidence qu'effectivement il fallait mettre le paquet là où le virus frappait le plus fort, tout en approvisionnant les autres régions qui devaient s'organiser. Je crois que ça a été parfaitement mené. Alors il y a encore des difficultés, il ne faut pas se voiler la face, notamment sur les EHPAD. C'est en train de rentrer dans l'ordre. Il faut aussi travailler avec les départements, parce que les EHPAD, c'est aussi les départements, c'est pas que les ARS et l'État. Mais les choses sont en train de se mettre en place et on avance progressivement pour justement répondre aux besoins de chacun. Ben, merci beaucoup Thomas. Alors on approche de la fin de notre live. Peut-être une question plus personnelle. Donc on l'a dit, tu es député et médecin urgentiste. En ce moment, beaucoup médecins urgentistes, mais aussi député. Bon, est-ce que tu peux nous dire comment tu concilies un petit peu tes deux vies et tes deux casquettes? Effectivement, je ne mets pas mon mandat entre parenthèses, au contraire, parce que je crois qu'on a au moins autant que d'habitude besoin des députés, et je crois que c'est important de le dire. Seulement, j'enfile en plus ma blouse par-dessus mon écharpe. Ce que je fais, c'est que la journée, je suis à l'hôpital, donc en gros, à partir de 8h30 jusqu'à 18h30 ou 20h, selon les postes que j'ai dans le service. Et puis en fait, je me réveille plus tôt le matin pour faire mon travail de député, donner des consignes à mon équipe parlementaire, traiter certains sujets. Et puis le soir, quand je rentre, j'ai des coups de fil avec ma préfète, avec différents interlocuteurs, des réunions téléphoniques ou en visio. Ça finit très tard, mais enfin tu sais ce que c'est. Et ça permet de concilier les deux, à la fois pour régler les sujets de terrain, je pense notamment à des chefs d'entreprise, à des artisans, des commerçants qui ont beaucoup de questions, à leurs salariés évidemment, et puis aussi de faire le lien avec d'autres soignants, et puis de faire le lien dans les deux sens, avec le gouvernement, avec La République En Marche, pour faire des vraies remontées de terrain du front, j'ai envie de dire, et pouvoir aussi à la fois expliquer les mesures prises, les décisions prises, et être en première ligne avec des discussions en direct avec plusieurs ministres. Donc c'est aujourd'hui encore très très utile d'avoir cette casquette de député pour faire le lien, et puis d'enfiler la blouse autant que possible pour aider les collègues, parce qu'il y a du boulot et on a besoin de tous les soignants sur le front. Ben merci de faire les deux. Et c'est vrai que c'est l'occasion de dire que ce canal de remontée, on essaie de l'utiliser pleinement. On le fait côté groupe parlementaire qui produit très très régulièrement des notes de synthèse de tout ce que peuvent remonter les députés sur le terrain. Et on le fait aussi du côté du mouvement de La République En Marche pour transmettre au Premier ministre, au président de la République, au ministre de la Santé notamment, les remontées, les incompréhensions, les points de difficulté très concrètes sur le terrain, parce que en ce moment, il faut le dire, il faut faire les choses avec beaucoup d'humilité. Tout n'est pas parfait. Dans une gestion de crise, on choisit souvent entre la moins mauvaise de deux solutions d'une certaine façon, et c'est comme ça qu'il faut continuer d'avancer. Mais on est tous extrêmement mobilisés pour venir à bout de ce virus. Mais merci beaucoup Thomas, merci à vous. On conclut peut-être par le seul message le plus utile: restez chez vous, respectez les règles sanitaires. Je pense que, j'espère que ce moment a été utile pour se convaincre qu'il faut absolument le faire. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui sont en première ligne, tous ceux qu'on applaudit tous les soirs à 20h, mais il faut le faire évidemment pas qu'à 20h et en respectant les règles. Merci Thomas, bonne soirée et à la semaine prochaine pour nos Facebook Live avec de nouveaux invités.